Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Salut à tous, bienvenue sur la page du Traqueur de Livres. Un énorme coucou à tout le monde. Pour ce petit direct, un petit peu, pendant que je suis à peu près sûr de ne pas déranger personne chez moi et peut-être de pouvoir avoir des échanges entre nous. Hier soir tard, j'ai partagé un petit, alors il y a peut-être des fautes, excusez-moi, où je remettais un peu les choses d'équerre sur le fait que assez fréquemment, je vous demande, je vous relance pour vous abonner sur la chaîne des trackers parce que même si je suis super content parce que voilà, ça augmente et puis c'est très bien, mais je demande assez souvent d'y aller parce que voilà, l'algorithme étant ce qu'il est, moi j'ai créé cette chaîne et tout ce qui est autour pour partager mes lectures parce que je reste persuadé que la vidéo est un vecteur super important, il donne des choses, il peut amener quelqu'un vers un livre. Et c'est vrai que l'algorithme de YouTube, il est ce qu'il est, mais il est plus on est abonné ou plus on a de vues et plus on monte. Et c'est comme ça. Et j'y peux pas grand-chose à part vous demander à vous. Vous êtes aujourd'hui pas loin de 3000, je crois, sur la page du tracker. Voilà, en 2 clics, vous pourriez faire, ceux qui ne sont pas encore, pourraient tout à fait s'abonner sur la page. Ça va pas vous emmener des problèmes en plus, ça va pas vous coûter de sous. Et voilà. Alors, moi, j'ai développé, j'ai créé le blog où je réunis les deux dessus, où il y a la vidéo dessus, où il y a le texte un petit peu mieux, un petit peu joli. Voilà, ça permet d'avoir deux choses différentes. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent la lecture parce que, excusez-moi, parce qu'ils préfèrent lire, ce que je peux comprendre, quand je fais mes chroniques. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais des chroniques. C'est d'abord parce que je trouve ça bien, et puis parce que ça me fait du bien. Ça me donne aussi à travailler mon écriture, à mon style, enfin tout ce que vous voulez. Et puis ça permet de proposer à des gens qui hésitaient peut-être parfois à aller sur un livre, à aller vers un livre. Mais voilà, je pense que c'est un tout. Je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, je suis sur YouTube. J'ai commencé par YouTube. Après, j'ai vu par Facebook, j'ai tout verrouillé derrière. Le blog, ça, c'est venu quoi des trucs. Puis je compte bien, là maintenant, je fais aussi je fais une interview. Je dois faire j'espère bien que je vais en faire d'autres, mais en tout cas, pour le moment, j'en ai fait une. Enfin bref, il y a des choses que je vais faire et c'est bon, il y a un petit truc là. En tout cas, ça pour dire que j'espère quand même que vous allez continuer à me regarder, à m'écouter. Et puis, je vous encourage vivement à vous abonner. C'est pour cette raison-là. Et je pense que c'est bien de savoir. Alors, pour ceux qui pensent que ça fait. Vous savez qu'à partir de, je crois, c'est 1000 abonnés et plusieurs milliers de vues, on touche un peu de sous. Moi, j'avais touché à l'époque. Enfin, j'avais touché. J'aurais dû prendre 10 €, je crois, au bout de 2 ans. Bon, faut rester, voilà. On n'est pas sur des chiffres qui sont complètement délirants. Donc, autant vous dire, c'est vraiment pour le sous que je le fais. C'est vraiment parce que je pense qu'on peut, avec YouTube, avec tout ce qui est autour, ça peut permettre de proposer des bouquins. D'abord, ça fait parler des autres, ça fait parler des romans en général, de certains auteurs, et c'est dingue. Donc, vraiment, je vous invite parce que partager mon ressenti sur certains bouquins qui ont été bluffants, ou d'autres qui m'ont peut-être un peu moins bluffé, mais d'autres qui m'ont complètement atomisé. Je trouve que c'est ça. Je pense que c'est bien d'en parler. C'est aussi pour ça que je fais ces directs-là. C'est pas d'échanger avec vous. Parfois, il y en a qui interagissent assez rapidement, d'autres, ça va aider plus tard. C'est pas vraiment grave. Je pense que la vidéo en elle-même, après, elle se prend même, elle peut se partager, elle peut se regarder. On pourra discuter tout le long. Voilà, une fois que la vidéo est faite, elle est faite. Voilà. Et ça fait partie aussi de la chaîne YouTube. Je fais d'autres vidéos, mais qui ont aussi leur rôle. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je pense avoir été clair. Je voulais faire une petite clarification pour, je sais pas, peut-être pour expliquer peut-être un peu le fait que je vous relance assez souvent pour vous abonner sur la chaîne. Donc, j'avais commencé, moi, c'est un bouquin que je ne vais pas le chroniquer une deuxième fois parce que j'ai déjà fait, et puis il faut être cohérent un peu. Donc, c'est Les Foulards Rouges de Fajardi, Frédéric H. Fajardi, un auteur qui est disparu de nos jours.
et qui est prodigieux dans le sens où c'est un roman de KPDP qui vous entraîne dans des chemins complètement dingues, qui peut vous accrocher longtemps tard la nuit, tellement on est pris dans l'histoire, on est complètement abreuvé de batailles, de combats, on est en plein Paris avec l'affront, on va dans les catacombes souterrains, il y a des trésors, il y a des histoires d'amour, il y a des duels, c'est complètement incroyable. Au Palais Royal, un homme surgit, sauva la vie du cardinal de Mazarin. Il est comte, général d'artillerie, il s'appelle Loup de Pomone, seigneur de Nissac. Nul ne l'a vaincu à l'épée. Aucune armée n'a jamais défait. À la demande de Mazarin, Nissac monte une petite troupe, les foulards rouges, sur un mélange d'aristocrates et d'élariens. Sabotage, mission secrète, duel au clair de lune, guet-apens, tombe profanée, enlèvement, trésor exhumé, rien n'y manque. Pas même de lutte acharnée entre deux femmes éblouissantes de beauté pour gagner le cœur de Nissac. À cette époque étrangement moderne, où les dames montent à cheval, l'épée aux côtés, et se battent en duel dans deux grands écrivains français, le cardinal de Retz et de La Rochefoucauld, luttent pour la fronde, un autre péril menace. Les visages cassés par un masque d'argent, un homme appelé l'écorcheur terrorise vieille campagne et va croiser la route de Nissac. C'est un roman, je l'ai chroniqué, je vous en ai parlé. J'aime bien le relire, moi, une fois par an, j'aime bien, s'il y a moyen. Et puis, honnêtement, les dernières semaines, j'ai pas été, je trouve, abreuvé de. Je suis passé plusieurs fois dans les librairies. Alors, il y a ceux qui me faisaient pas envie, ils sont toujours là, mais des nouveaux qui font envie, bah, je savais pas dégueulasse. Donc, puis vu que je suis pas forcément accroché par les. Je suis trop petit, donc je suis pas forcément accroché par beaucoup de boîtes d'édition. Je vais attendre comme tout le monde. Et puis, je choisirai la nouveauté qui arrive. Là, on a un roman que je vais chroniquer. Je vous ai déjà dit, hein, j'ai fait la chronique et j'ai fait L'idée un jour noir de Yves Corday aux éditions LVS. C'est lui qui m'a envoyé. Euh, j'ai fait la chronique, je l'ai écrite, il faut que je la corrige encore un petit peu, il faut pas faire corriger les fautes. Mais la vidéo, elle est préparée, je l'ai anticipée, elle tombera mardi à 11h. J'aime bien faire des choses comme ça un peu régulières. Port du New York, 16 novembre 1943. Firmin Bellegarde, un soldat noir américain de 19 ans, originaire de la Nouvelle-Orléans, s'apprête à embarquer sur l'Aquitania, en partance pour l'Écosse. Il fait partie d'une unité noire, 320e bataillon de ballons de barrage anti-aérien. Après plusieurs mois de préparation au Royaume-Uni, le caporal Bellegarde et près de 2000 autres GI noirs débarqueront le 6 juin 1944 sur les plages normandes d'Omaha et d'Utah. C'est un roman historique, assez balèze. Je le reconnais que là, moi j'avais lu une demi-heure de lui que j'avais bien aimé. Là, Corday c'est vraiment un roman hommage aussi en même temps à toute une catégorie de population aux États-Unis qui apparaissent nulle part. C'était un peu comme les carrières sur l'égalité en France, hein, 98, 45, tous ces hommes qui appartenaient aux colonies ou aux anciennes colonies, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ou même des Français qui venaient d'Afrique ou qui venaient d'Amérique. Et encore, nous, on en a un peu parlé. Je crois que les présidents, d'ailleurs, on fait, je crois, des hommages. C'est assez récent, hein, mais les États-Unis, les films, le genre de plomb, tout ça, on va pas. Alors qu'ils ont été présents, et chose que je n'avais pas compris, enfin, pour moi, hein, parce que j'ai vu pas mal de films, de livres qui parlent de la ségrégation, voilà, mais je l'avais peut-être pas visualisé comme ça, à ce point-là, que les États-Unis en 40, 43, la ségrégation est prégnante. C'est quelque chose de. Voilà, c'est des bus, des restaurants, des toilettes publiques, machin, pour les blancs, donc pour les noirs. C'est la ségrégation pur sucre. Donc, les Africains, enfin, les Nord-Américains, les Afro-Américains, je sais pas, oui, les Afro-Américains, pardon, qui qui choisissent de faire la guerre pour libérer l'Europe, pour libérer les nazis,
Ils y vont alors que ils sont considérés par leur propre pays comme des citoyens de seconde zone. Il y a des promesses, hein. Et bon, les promesses, c'est comme tout le reste, hein. Ça n'engage que ceux qui les donnent, hein. Après, les promesses non tenues, c'est pas comme si elles n'avaient pas déjà eu. Donc, après, ce qui fait peut-être que certains y vont, c'est qu'ils ont compris aussi que le débarquement, ça va être quelque chose de tellement énorme, de tellement colossal, de tellement jamais fait, avec une révolution technologique colossale. Il y aura des caméras, des images, des choses qui vont durer, des auteurs déjà qui commencent à des écrivains, des auteurs, des personnages un peu importants, qui commencent à relayer l'information. Donc, ils ont compris que là, il y a peut-être quelque chose qui pourra faire, qui crée le basculement. Déjà, voilà, il y a des personnages importants. Il y a un vrai lobbyisme aux États-Unis qui fait monter la pression, même si, voilà, ceux qui ont le pouvoir, ils n'ont pas envie de le lâcher. C'est un peu comme d'hab, hein. Ceux qui ont les biscuits, ils veulent rien donner, ils ne veulent pas partager. Donc, et moi, je n'avais pas forcément compris. En tout cas, pas de manière aussi prégnante. Et là, dans D-Day, Un jour noir, Yves Corvée, d'abord, a fait une recherche, enfin, des recherches colossales. Je ne sais pas combien de temps il y a passé, mais ça devait être vraiment gigantesque parce qu'il nous ramène des informations un peu partout. C'est un des petits soucis que j'ai trouvé moi dans ce roman, je vous en parlerai après. Et donc, on est vraiment avec Firmin. C'est très jeune homme, il a 19 ans, il a une famille très, très policée, très propre, très, très gentille, très croyante, avec tout un tas voilà, c'est bien droit dans ses godasses, très clair, il n'y a rien qui bouge. Et puis voilà. Et il se rend compte que voilà, s'il veut que les choses se fassent, il faut absolument que lui soit irréprochable. Dans le sens où, même pas il s'approche d'un alcool, même pas s'il y a une situation qui sort un peu souffle quand il est sorti, il se sauve. Parce qu'il sait que les MP viennent souvent c'est des personnes souvent des militaires sudistes qui sont quand même brutaux, qui sont eux, c'est vraiment des qui ont ce côté, voilà, qui ont la ségrégation dans la peau. On leur a expliqué depuis qu'ils sont tout petits que la ségrégation est bonne, donc à partir de là, ils s'appliquent scrupuleusement ce que leurs parents leur ont donné. Et du coup, Firmin et ses camarades, ils savent que même si on leur donne des armes, même si on les met en GI, ils s'entraînent et ils rentrent en guerre, ils savent aussi que il ne faudra pas grand-chose pour qu'on les renvoie chez eux à Patresse et qu'il ne se passe rien. Firmin, lui, d'abord, il écrit, il rapporte tous les jours, il rapporte ses impressions, il rapporte tout. Donc déjà, ça lui donne un peu de consistance, ça lui donne une structure, une construction, une avancée. Il évolue parce que, évidemment, on est quand même très jeune. Quand on se retrouve jeté dans cet enfer avec des milliers d'hommes qui s'entraînent comme des brutes, pour après se jeter dans la flotte avec des dizaines de kilos sur le poids, il y en a moitié qui se noient, d'autres qui doivent se battre comme des dingues pour ne serait-ce que survivre. Et après, on les envoie tuer, alors qu'ils n'ont pas forcément envie, mais ils le font parce que c'est la guerre. Mais en face, autant au Royaume-Uni, ça se passe plutôt bien. Alors, il parle aussi des langues qui se ressemblent, hein, même si un Écossais ne peut pas comprendre forcément l'anglais, ou plutôt un Américain, mais il y a quand même la langue fait en sorte qu'ils se comprennent. En France, c'est pas tout à fait ça quand même, hein, parce qu'il raconte. Hein, il se passe des choses, il y a des actions, mais voilà, il n'a pas son problème. Et Firmin montre bien dans ce cas-là que voilà, il faut absolument être irréprochable parce que si on ne l'est pas, la sanction elle tombe. Si on ne pas en recours et surtout ça se transfère. Si un noir fait un Afro-américain commet un crime, quel qu'il soit, c'est tout l'ensemble des Afro-américains qui prennent. Donc c'est donner raison aux gens qui estiment que l'Afro-américain ne peut pas se tenir, enfin, les trucs habituels des extrêmes, hein, on utilise et on hystérise tout le monde et puis on crée des choses qui n'existent pas. Et donc, là, Yves Corvée, il avait une recherche absolument colossale sur toute la guerre, avec des sites, des sources et tout ça, donc c'est plutôt intéressant. Après, moi, mon problème avec Didet, je vais écrire un message où je vais expliquer ça. Je pense que le roman permet de raconter une histoire, enfin une histoire telle qu'elle s'est passée,
n'importe laquelle d'ailleurs. Hein. Dans celui-là, je pense qu'il y a 80%, 90% qui est complètement fictif, hein, peut-être même un peu moins, mais pas trop. Mais, alors, sans aller jusqu'à là, bien entendu, on peut raconter des romans historiques en se servant de personnages qui ont existé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il est important d'y ajouter des histoires. Pas une seule, des histoires. Plusieurs personnages. Surtout quand on rentre dans des histoires comme ça, où c'est quand même très. Où il y a beaucoup de gens, il se passe beaucoup de choses. C'est important de prendre des individus et de les coller à certains faits. Ça donne une puissance et je pense une puissance narrative différente. Et là, le problème, c'est qu'il y a Firmin qui est la figure de proue et tout ce qu'on sent sur lui. Donc le problème, c'est que dès qu'il se passe quelque chose, hop, on part d'un côté, hop, on part de l'autre. Et puis surtout en avance, donc il décrit la guerre, l'avancée de la guerre. Autant, voilà, quand on arrive en France, on doit se rendre compte que la France est occupée. C'est pas juste vaincu, c'est occupé. Dans chaque village, il y a un sniper qui dessine des dizaines de personnes. Il faut 10 Maccabées, 15 Maccabées pour réussir à en descendre un. Donc c'est quelque chose d'un peu dingue. Et c'est dur, quoi. Il y a des milliers de morts. C'est une hécatombe. Des mots de 19 ans qui regardent dedans, qui voient ça, ça peut faire des gens des putains. Hein. Donc, dès qu'ils sont sortis, ça picole un peu, parfois ça déborde et puis ça crée des choses graves, bien entendu. Des viols, comme pendant chaque guerre, il y a des gens qui pètent les plombs, qui ont franchi la limite de ce qu'ils pouvaient peut-être endurer et qui basculent dans le côté. Je sais pas, là c'est quelque chose que je peux pas trop comprendre parce que n'ayant pas vécu de guerre, mais force est de reconnaître qu'à chaque guerre c'est pareil. Où que ce soit sur le globe, dès qu'il y a une guerre qui dure un peu, qui est dure, qui est sanglante, c'est vraiment on ramasse des bouts de corps de partout, il y a un moment, il y a des périodes où il y a voilà il y a le cortège de la prostitution, de la drogue, de l'alcoolisme, des viols. Dans toutes les guerres, c'est pareil. Quoi qu'il arrive, il y a des sacs, il y a des exactions. On a eu, nous, un sur de l'âne, plus d'autres, des yeux. Enfin, voilà, on a eu ces choses-là. L'idée, vraiment, est intéressante dans le sens où, là, on ressent peut-être vraiment la ségrégation telle qu'elle était vue par un jeune homme et tout ce que ça incombe quand on est avec les ségrégations, c'est comme se dire que les États-Unis, c'est actuellement la plus grande démocratie au monde. Alors on me dira, oui, mais il y a ci et ça. Ouais, d'accord, mais c'est quand même une démocratie, les gens votent. Alors après, que leur vote ne plaise ou pas, ça, je dirais que c'est pas notre problème, c'est pas mon pays, et en plus, voilà, c'est une démocratie. Hein. Donc après, elle est ce qu'elle est, c'est pas la même que la nôtre. La nôtre est parfaite, l'air non plus, je crois qu'il n'y a pas de démocratie parfaite. C'est perfection, en général, c'est quand on dit que c'est parfait, c'est qu'on ne vote pas. Donc c'est plus démocratie. Donc là, l'idée, d'abord, c'est vraiment un hommage à tous ces hommes qui se sont battus et dont personne n'a parlé, dont tout le monde se fout. Et c'est bien de le rappeler. Mais c'est bien aussi moi, en tout cas, moi, ça m'a permis, excuse-moi, parce que je parle, je jacte beaucoup, du coup, j'ai soif. Et donc, on a vraiment on le sent vraiment, cette espèce de chaîne quand Firmin prend chaque décision, quand il doit avancer ou quand il tombe sur un MP qui veut lui cogner dessus, en vrai, c'est une situation absolument dantesque. Il sait qu'il est innocent, mais il sait qu'il ne suffira pas grand-chose pour que la personne en face l'envoie dans le trou, et il sait que si jamais ça part, c'est terminé pour lui, et tout ce qu'il a fait avant, voilà. Alors, je vous dis, moi, le seul truc, c'est que beaucoup d'informations, trop d'informations, ça peut donner parfois un peu. Moi, au début, je me suis dit, oh la vache, il y a beaucoup d'informations, je ne vais pas y arriver. Donc, on en a parlé parce qu'il disait, tiens, dans les nouvelles, là, j'avais pris un petit peu de temps, voilà, je m'y suis collé quand même et je suis allé au bout. Donc malgré finalement, voilà, ça a pu le faire. Mais voilà, moi, ce qui m'a posé un problème, c'est ça, c'est que peut-être une personne pour faire le personnage central, c'est pas suffisant, je pense.
Je pense qu'il faut aussi de l'autre côté que ça permet d'avoir des jeux ping-pong intéressants et puis de créer une dramaturgie différente. Et puis, peut-être une information plus disséminée. Alors, peut-être plus de pages, mais j'ai envie de dire, les bons bouquins, on s'en fout du moment qu'ils sont bons. Le pied de la Terre, c'est une brique comme ça, le fleuve pareil. Celui-là, il fait aussi, je sais pas, celui-là, il fait, c'est un peu giflé, il fait pas loin de 500 pages, un truc comme ça. Je peux en citer d'autres. Des romans historiques, parfaitement justes, où c'est carré, mais où ils ont pris aussi des choses, des personnages qui sont inventés et qui sont intégrés à l'histoire. Ça donne un autre genre, un autre style, peut-être un dynamisme, parce que ça, du coup, on incrémente des histoires, peut-être qui nous touchent plus, qu'on intègre dans certains faits qui donnent, voilà, qui font que ça avance plus vite. Du coup, ça donne peut-être plus de puissance, plus de force. En tout cas, c'est mon avis. Mais je vous conseille quand même, je vais quand même vous conseiller de le lire. D'abord parce que c'est intéressant. D'abord, c'est plutôt bien écrit. C'est Corbet, c'est écrire. Ça, c'est s'il y en avait qui avaient des doutes, il faudrait qu'ils arrêtent. C'est un bon auteur. Je pense par contre que là, dans la relecture, on aurait dû le lire. Là, c'est bon, on en revient encore à la discussion que j'avais eu avec vous la dernière fois, où celui qui relit, bah, c'est son boulot. Hein. C'est son boulot d'être capable de dire à la personne qui a écrit, écoute, non, là, peut-être pas assez, là trop, ou là différemment. Et là, c'est le problème de ceux qui écrivent et qui n'ont pas de grosses béquilles derrière. Alors, il y a des mecs magiques qui sont des licornes, qui écrivent et tout est parfait, part sur le lit, font la sur le lit, part sur l'été, et on propose un roman fini, terminé, relu, relu, et voilà. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Je pense que beaucoup de livres s'écrivent et se retravaillent des dizaines de fois, c'est pas des centaines pour certains. Et que même derrière, quand on tombe sur des gens qui savent bosser, qui relisent le roman, ils sont tout à fait capables de vous dire ouais, mais là, il y en a pas assez, là, il y en a trop, là, on se perd, là, on décroche. Ces romans-là, c'est quand même, on tient sur des bouquins de 400, 300-400 pages, 100 pages, où c'est des romans historiques, donc il y a quand même une densité, une dramaturgie qui est lourde, où il se passe beaucoup de choses, où il y a parfois c'est sanglant, ou même souvent. Bon, bah, s'il n'y a pas de lien, s'il y a un lien, on peut vite décrocher, et quand on est décroché, c'est-à-dire que une lecture, quand ça devient difficile, on s'arrête. Donc, voilà, je pense que ça aurait pu être mieux, je pense, sincèrement, s'il y avait eu peut-être des agrégats différents, mais il a choisi de faire comme ça. C'est presque un docu-fiction. Alors, je ne savais pas, mais c'est pas très loin de l'être quand même. Mais c'est un roman qui est plutôt bien écrit. Et je vous dis, par contre, on est complètement pris dans cette ségrégation. Voilà, même si je suis à l'école, même si j'ai lu des bouquins, même si j'ai vu des films. D'ailleurs, dans la vidéo, je parle de certains films que j'ai vus qui m'ont beaucoup marqué. Alors, c'est pas sur les. Enfin, il y en a un c'est Glory pendant la guerre de sécession, qui m'a beaucoup marqué, et l'autre, c'est Mississippi Burning, avec William Dafoe et Gene Hackman sur l'État du Mississippi. Deux films qui m'avaient beaucoup marqué. La ségrégation, moi, la ségrégation aux États-Unis, bon, à part Marge Selma, quelques-uns d'autres, et puis, mais finalement, je me dis que les romans sur la ségrégation, j'ai vu sur des personnalités, mais la ségrégation, alors autant oui, à l'époque des champs de coton, oui, j'en ai vu, bien entendu, mais à part des documents, où on traitait mal les Afro-Américains, des films, finalement, j'en ai pas vu masse de ça. J'ai vu des romans où ça entrait dans l'horizon, mais finalement, j'en ai assez peu vu de ça. Voilà, donc voilà, je pense que ça fait partie des bouquins qui sont intéressants à lire parce que ça en apprend des choses. Et puis ça, je vous dis, c'est un tel kiff que le relire, ça fait plaisir. Mon prochain livre, alors c'est aussi un roman que Tom a envoyé. Alors c'est Tréfond de Tom Clearlake. Alors, Lucas Ferrand est un jeune lieutenant de la brigade criminelle de police suite à une intervention qui
qui vire au drame. Il écope de 6 mois de suspension. Au matin d'une nuit errance, il rencontre une jeune femme, Tania, et il dit être menacé, il le supplie d'aider. Il vit une nuit d'amour qui lui marque au fer de la passion. Lorsqu'il lui apprend qu'il est flic, elle disparaît. Quelques jours plus tard, le corps d'une femme correspondant au signalement de Tania est retrouvé décapité dans un conteneur. L'autopsie révèle que la défunte s'adonnait à des pratiques sexuelles extrêmes. Une esclave assassinée par ses maîtres. Convaincu qu'il ne s'agit pas de Tania, Lucas va se lancer dans une enquête qui va la mener peu à peu à découvrir une réalité souterraine effroyable. Mais les voies qu'il empruntera seront sans espoir de retour. Alors, je sais pas, je vais vous dire, j'en suis à la page 30, 54 ans. Je vais voir. Je vais voir, avec les comptes pareils, moi, il y a des choses qui j'avais fait quand j'étais plus jeune et puis qui restent dans un coin de ma tête et donc dès qu'on parle de ça, ça m'amuse, ça m'intéresse et puis bon après c'est encore sur de la même chose, un très semblant, mais bon il y a deux trois trucs un peu standards que j'ai vus, mais bon il se laisse lire et en même temps moi je suis en train de lire de l'autre côté un bouquin que j'ai déjà lu encore. En ce moment c'est un peu la décharge. Du coup, c'est les autres proies de Wilbur Smith, un roman sur les corsaires. Je ne vous dis que ça, que j'ai déjà lu, j'ai chroniqué. Je vous ai dit que c'était un truc de dingue. J'ai pas eu trop de retour dessus de votre part. Après, ma foi, là encore, ce que moi je fais et vous, ça peut être complètement différent, mais c'est une tuerie. Comme le Dieu flotte, le moteur de Wilbur Smith. Parent historique sur l'Égypte antique. En 20 pages, il vous prend, il vous colle dedans, il y a 2000 en arrière et on se dit, il se passe des trucs. Il y a des livres comme ça, je m'amuse maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, maintenant, quand je tombe sur un livre qui me prend, c'est de voir à partir de quoi, quand j'y pense, je me dis, on a quelle page là pour voir, tout de suite là. Et parfois, enfin très souvent, je vois 25, 30 pages, pas plus, parfois moins. Je me dis, là, il assume prendre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va me garder, mais ça veut dire qu'il assume prendre. Il assume donner quelque chose en plus. Ou tout du moins, il assume harponner et m'accrocher à la même sonner et puis il tient comme ça. Voilà, c'est ça. C'est déjà la première page d'un livre. Si vous êtes déjà emballé par ça, il y a quand même des choses. Alors, si après, derrière, il ruine tout, c'est encore autre chose. Mais il n'empêche que ça fait partie. Et quels que soient les. Parce que ça peut être du polar, mais ça peut être autre chose. Hein. Le style, ce que ça raconte, c'est important. Mais c'est la façon dont elle le raconte et comment elle le présente. Et ça, en 20 pages, 25 pages, sans utiliser de mots compliqués, ça peut complètement vous embarquer. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Hein, donc, D-Day, un jour noir, et voilà, pardon, des foulards rouges de Frédéric H. Fajardi en poche. Voilà. Et D-Day de Yves Corbet, un jour noir. D-Day, un jour noir de Yves Corbet, LBS. Je vais le code là, les liens. Hein. C'est deux bouquins très différents, hein, d'ordre historique très différents, dans le style et dans la forme, mais ils sont bons. Donc, ils sont bons et puis ils sont intéressants. Celui-là, il m'a fait surkiffer, je sais pas combien de fois je l'ai lu, mais et là, j'ai découvert, une fois, je me suis fait délire avec vous, je dis, tiens, il parle de sa mort. Je m'étais pas rendu compte. C'est ça qui est aussi super, c'est qu'il y a des moments comme ça, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui se décollent complètement du truc. On peut les lire plusieurs fois, et puis à chaque fois, on retrouve un truc. Ah, tiens, celui-là, je l'avais pas vu. Ah, tiens, voilà. Ça, moi là, à la fin de sa page, j'avais lu. Alors, on me dirait, ouais, tu l'as lu, tu triches. Non, je triche pas. Vraiment, je fais ce que je veux. Beaucoup, c'est moi qui dis. On est, je sais plus quel autre projet. Puis, la rouge. Bref, on s'en fout. C'est un bouquin où, dès les premières pages, bon, vu que j'ai lu le résumé, je me dis, ok, chevalier, roi, Mazarin,
chevaux, chevalier, en hasard. Mon cerveau, c'est quelque chose de... Le cerveau, c'est magique. Hein. Quand vous savez, quand déjà ils vous préviennent un peu de ce qui va arriver, votre cerveau commence déjà à se préparer à des trucs. Et après, il suffit de quelques mots. Le bruit, la nuit, un peu inquiétante, le bruit, l'allaitement d'un cheval ou des carrosses tirées par les chevaux, des cliquements d'épée, des termes, des mots utilisés, des métiers qui ont complètement disparu mais qui existaient encore à l'époque. Il suffit voilà, de créer un environnement et hop, votre cerveau est transformé et transporté là-dedans. Hein, comme je vous ai dit, moi, les mots, je les vois pas. Je les lis, mais je les vois pas. Je les vois et je les lis et mon cerveau est transformé en image. Terminé. Donc, si ça se passe bien, c'est un peu comme si j'étais au milieu d'une histoire et d'une aventure, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est pas toujours simple. Et à partir de là, je suis embarqué. Et là, celui-là, quel kiff. Ah, quel kiff. Ah, quel kiff. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée. Mangez les chouquettes parce que c'est très, très bon. Et puis, profitez-en bien. Salut!